Bienvenue à ce live. Nous sommes mercredi, c'est déjà le 2 février 2022. Depuis que l'année est nouvelle, mais c'est une année qui commence avec de bonnes nouvelles et des tristes nouvelles. C'est un mardi, plutôt un mercredi triste, je ne dirais pas noir, avec des Congolaises et des Congolais fauchés par un câble électrique haute tension au niveau du marché Matadi-Kibala. Et encelé également un accident, on signale des morts, dont la province de l'Ituri. Les délinquants de la Codeco, on les appelle milices, ils ont fauché aussi la vie de 56 Congolais, si j'ai bien les chiffres. On commence par d'abord Kinshasa, tragédie de Matadi-Kibala. Félix Tshisekedi avait bel et bien prévenu, a même instruit le gouvernement, mais les warriors, est-ce qu'ils ont dormi? Parce que maintenant, il faut gérer l'irréparable. Nous allons en parler avec Fiyou Ndondoboni, il est le président du Conseil national de l'ordre de, comment on les appelle, architectes. Nous allons également aller en Ituri pour aborder ce massacre avec un élu du coin, Aoussé Jackson. Nous allons parler encore de pistes, des solutions. Comment faire pour pouvoir accompagner de manière efficace l'état de siège. L'actualité chez nous est prioritaire. Nous vous en donnons les grandes lignes. Merci Fabien Lumbala. Madame, Messieurs, bienvenue aux grandes lignes de l'actualité sur Télé 50. 24 femmes et 2 hommes ont sauvagement perdu la vie ce mercredi matin suite à une grave électrocution. Les faits se sont déroulés au marché de Matadi-Kibala à Kinshasa et a suscité un large élan de solidarité nationale. Les Congolais sont également consternés par le lâche assassinat d'une demi-centaine de personnes dans la nuit de mardi à mercredi dans la province de l'Ituri. L'attaque de ces sites de déplacés est préventivement attribuée aux miliciens Codeco. Wang Zi, représentant du secrétaire général de l'ONU, séjourne à Kinshasa depuis ce mercredi. Il a été accueilli par le ministre national des Affaires régionales. Il a rapporté combien la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point Antonio Guterres. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Ochokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa direct s'est poursuit avec Fabien Lumbala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et c'est donc parti pour ce grand live avec le premier invité, Fiyou Ndondoboni, président du Conseil national de l'ordre des architectes. Fiyou Ndondoboni est avec nous. C'est un acteur politique connu. Il est à la tête d'une formation politique. Fiyou, bonne année, mieux vaut tard que jamais, on dit chez nous. Merci, mes voeux le meilleur à vous-même ainsi que toute la chaîne Télé 50 et Monsieur Jean-Marie Kassamba et toute l'équipe. Je leur souhaite le vœu le meilleur pour cette nouvelle année.
un habitué de ce plateau, vous ne portez plus les bérets. Non, le béret, je ne l'ai plus pour l'instant. C'était béret orange. Béret orange, justement. Voilà. Orange qui reflète l'engagement, le dynamisme et la lutte pour le changement. Donc, il fallait avoir un engagement particulier pour que nous puissions amener le changement au Congo quand nous étions dans l'opposition. Votre parti est toujours opérationnel? Le parti est toujours opérationnel, continue à s'implanter et travaille de mieux en mieux et il se prépare pour 2023. Alors, vous êtes toujours un allié de Félix Tshisekedi? Absolument, allié naturel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dès les rassemblements, nous étions ensemble jusqu'à son accession au pouvoir et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à les soutenir et nous croyons que le plan tel qu'il a élaboré pour le relever ces grands défis qu'il y a en face de nous et son leadership visionnaire qu'il est en train d'incarner, avec la preuve qui s'est matérialisée, c'est qu'il avait déjà communiqué pour qu'il puisse avoir un changement. Donc nous croyons que notre apport, notre accompagnement sous ce leadership va l'aider aussi à matérialiser, à relever ces défis. Très bien. C'était donc une façon de signaler votre retour dans notre média. Fio Ndondo Boni, qui n'est pas... voilà, ce n'est pas un vent en guerre, malgré sa percutance. Il est un homme sobre, il ne demande pas plus. La bonne gouvernance, même s'il n'est pas aux affaires. Donc, c'est pas quand il n'est pas là qu'il remonte les enchères. Nous avons dit tout ce que vous êtes. Fio Ndondo Boni, nous sommes en deuil. 26 personnes fauchées à Matadi Kibala. Ituri 56. On en parlera avec le député Aoussé. Et puis sur Onsélé, les chauffards ou ces chauffeurs de la mort ont encore crié mort d'homme. Un mercredi sombre, triste. Mais avant, nous prenons cette réaction d'un urbaniste. Vous êtes architecte à la tête du Conseil national de l'ordre des architectes. Mais vous allez écouter un urbaniste. A-t-il tort ou il a raison avant de revenir à votre communication tout à l'heure? Merci. La journée de ce mercredi 2 février n'est plus la même pour beaucoup de Congolais à Kinshasa et à travers le pays, après avoir vu les images très sensibles de cette tragédie du quartier Matadi Kibala dans la municipalité de Mongafula. L'hôtel de ville de Kinshasa, le ministère de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat sont les plus interpellés dans cette tragédie. Fiston Ilanga Ndeke, un urbaniste congolais habitant à Kinshasa, dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise gestion caractérisant ces trois ministères. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on allait éviter cela si réellement il y avait le volontarisme, la volonté politique de la part de personnes qui nous gouvernent dans ces secteurs précités. Mais je constate que les choses continuent à trottiner, on continue toujours à régresser au lieu d'aller vers la modernité, au lieu d'aller vers une organisation rationnelle de l'espace urbain. L'espace urbain, lorsqu'il est organisé, il est toujours rattaché par ce qu'on appelle de prescriptions urbanistiques. Ces prescriptions urbanistiques doivent être respectées scrupuleusement. Qui doivent faire respecter cela, ce sont les différents animateurs de secteurs, par exemple de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la ville et puis des affaires foncières. Je fais appel ici à un arrêté interministériel numéro 0023 du 29 octobre qui stipule sur les réglementations relatives aux servitudes. Dans cette zone, on ne devait pas construire parce que c'était frappé d'une servitude non édificante. Mais depuis tout ce temps, depuis belle lurette, les gens y construisent. Les gens étaient là en train de marchander, en train de faire leur commerce. Pourquoi l'hôtel de ville n'avait pas interpellé ces gens? Pourquoi le ministre de l'urbanisme n'avait pas réagi? Mais pourquoi dédouaner la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques? La SNEL exerce ses activités dans un environnement donné. Cet environnement donné est réglementé, cet environnement donné est géré par des ministères sectoriels. Il suggère aux députés et sénateurs d'interpeller les ministres concernés. Nos députés nationaux devraient savoir que
ils sont également des agents décisionnels en matière d'urbanisme. Depuis qu'on a commencé cette législature, il n'y a aucune interpellation du ministre de l'Urbanisme, alors que la population continue à vivoter au lieu de vivre. Il n'y a aucune interpellation du ministre des Affaires foncières, alors que les gens continuent à spolier, à construire n'importe où, et sans pour autant être inquiétés. Donc, il n'y a aucune proposition de loi votée dans les secteurs de l'urbanisme. Nous avons tenté de joindre les ministres Sakombi Moulendo des Affaires foncières, Guy Luando Mboyo de l'aménagement du territoire et puis Smobilumba Mukala de l'urbanisme et habitat, mais sans succès, car dans les urgences, aux côtés du Premier ministre Samalou Kondé, sur les lieux de la tragédie. L'urbanisme a-t-il tort ou il a raison dans ce qu'il raconte? Bon, d'une manière générale, il a fait les observations qui tiennent, parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé pouvait être évité si tout simplement les règles, les normes étaient respectées. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas construire sur une ligne haute tension. Il y a les normes qui exigent. Il a cité l'arrêté de 1993 qui définissent les emprises, tout ça. Donc, ce qui fait que une ligne haute tension doit, sur son axe, avoir au moins 25 mètres de part et d'autre. On a vendu des parcelles sous les lignes haute tension, même ici à Bandalungwa. Voilà, c'est déjà ça la première responsabilité. Et tout le monde sait qu'on a vendu. Quelqu'un a initié ces projets, il y a eu des autorités qui ont signé, ça a été vendu, les gens ont construit. Il y a des maisons où que l'on voit, nous tous nous voyons, et les lignes tension passent aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez vers Nsele, Maluku, vous allez voir, on est en train de faire des lotissements. Il y a des lignes haute tension qui passent par là. Mais sous ces lignes haute tension, il y a déjà des abris, de marchés, des activités. Et pourtant, il y a possibilité d'organiser. Voilà pourquoi il est important d'avoir une politique de gestion de la ville. L'organisation spatiale doit être faite en amont. C'est-à-dire, il y a une zonification de la ville. On sait où toutes les activités sont censées fonctionner. On sait comment l'extension de la ville est censée se faire. On sait où toute chose devrait être érigée dans les temps. Et on connaît également les zones dans lesquelles on ne peut pas ériger. Tout ça exige une planification en amont. Et nous sommes là justement pour le faire. Ces trois ministères, jusqu'au même au ministère qui gère la SNEL, ressources, énergie, ressources hydrauliques, ils devaient tous les quatre, travailler ensemble, parce en synergie. Aujourd'hui, moi, je travaillais dans les télécoms pendant plusieurs années. Je gérais les infrastructures, tout ça pendant plusieurs années, y compris tous les pylônes d'un réseau de télécommunications. Il y avait ce qu'on appelle, une période donnée, je crois 3 à 6 mois, la certification, les rapports de certification des pylônes. Les rapports de certification. Est-ce que la SNEL fait ce travail? À une période donnée, on audite le pylône, on audite le poids de câble, on audite est-ce que le boulon... Quelle est la durée de vie Quelle est la durée? Est-ce que ce travail plantés, de certification se fait? Ouais. Quelle est la dernière certification a été faite sur ce pylône-là? Mais est-ce que l'OCC doit passer par là aussi? Bon, l'OCC aussi doit passer par là, mais il y a les audits externes, les experts externes qui font ce travail, les essais, parce que quand vous voyez un pylône, le câble là constitue un poids. La pression de vent, toutes ces choses, les pylônes bougent. Donc, les boulons qui sont serrés se desserrent après un temps. Donc, il faut régulièrement... Et surtout quand la rouille s'est fait inviter justement, toutes ces choses. Métals. Donc, régulièrement, il faut avoir cette certification. Donc, ce sont les petites choses, pas de petites, mais des choses importantes sur lesquelles il faut veiller pour que la sécurité de la population soit garantie. Ce marché-là, tout le monde le sait. Le chef de l'État, au début de l'année, il a commencé l'année avec cette injonction. Avant de revenir à cette... Parce que lui-même, il avait prévenu et instruit. Voyons voir si les warriors étaient vraiment éveillés. Il y a un problème. La SNEL avant avait des petits porteurs qui faisaient le contrôle ou louaient des petits porteurs pour faire le contrôle des lignes haute tension. Alors, est-ce que la foudre peut, avec les paratonnerres installés sur la pointe de ces lignes, surtout au-dessus des pylônes, est-ce que la foudre peut endommager un câble électrique haute tension jusqu'à faire des carnages? C'est possible. Je ne veux pas prendre le risque de dire oui ou non, mais je sais seulement que quand on fait un réseau, il y a des dispositions de protection que l'on prend.
Et quand on est censé installer le parafood, en question, c'est pour protéger. Donc là, je constate que ça n'a pas protégé. Donc si ça n'a pas protégé, est-ce qu'on a vérifié la fonctionnalité ou le fonctionnement normal de cet équipement qui a été installé à une période donnée? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, c'était fonctionnel? On a fait des tests. Y a-t-il un rapport qui certifie ces tests-là? Tout ça, ce sont des grandes questions. Mais c'est en fonction de ces rapports, cet audit-là, qu'on pourra dire que, parce que, je dis, il y a une régularité des essais qu'il faut faire pour que l'installation reste stable et assure se conserve normalement. Et voilà, il y a des lignes qui accusent une vétusté connue de tous les Congolais. Les isoloirs, comment on appelle ça? Les isolants. Ces matériels qu'on utilise, qui sont comme des ressorts, mais en caoutchouc autre, qui séparent les fils, donc les câbles électriques, des pylônes de métal, pour qu'il n'y ait pas contact. À un moment donné, il faut les remplacer. Est-ce qu'à ce niveau, c'est les pylônes qui a cédé ou ce sont les isolants mais je crois qu'un rapport d'audit va faire un travail. En fait, les problèmes de Matadi Kibala est un problème vraiment complexe. Aujourd'hui, nous avons un phénomène qui se développe dans la ville de Kinshasa. Les vendeurs des avenues ou de rues devant les maisons ont augmenté. Si vous avez remarqué, toutes les rues, il y a des vendeurs. Mais on ne se pose pas la question, ils viennent d'où? N'oubliez pas qu'il y a 3 ans, le marché central a été fermé, démoli. Ces marchés centraux qui avaient plus de 35 000 opérateurs économiques permanents, 150 000 opérateurs économiques indirects, c'est-à-dire les chailleurs, les porteurs, tous ces gens-là. L'hôtel de ville leur a affecté des endroits gratis, Prodéo. Écoutez. Gratis. Non, suivez-moi très bien. Oui. Qui avait un impact sur plus ou moins plus d'1 million de personnes qui vivaient justement de ces marchés centrales-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le suivi de l'emplacement de ces plus de 35 000 personnes qui étaient au marché central? Ces personnes sont en train de s'installer en désordre. Par-ci, par-là, l'hôtel de ville a aussi une responsabilité dans ces cas. Le marché de Matadi Kibala, nous savons tous ensemble, il y a eu des accidents et des accidents sur ces taxes-là. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Heureusement, le chef de l'État a donné une instruction claire. En tant que visionnaire, il a donné les instructions et il fallait que ces instructions-là, les personnes concernées fassent matérialiser ces choses de manière... Mais depuis qu'il a fait cette observation, qu'il a prévenu, pris les décisions, Fillon-Don de Boni, les Warriors sont allés dormir? Au-delà, ici j'aimerais parler beaucoup plus en termes de technique. Je ne veux pas toucher cet aspect politique de choses. Techniquement, aujourd'hui, il y en a de sérieux problèmes. Voyez les lotissements qui se font. Il y a le phénomène qu'on fait une parcelle de 15 fois, je ne sais pas, 20 fois 20, on va morceler cette parcelle plus de 4 ou 5 fois. Mais le document va auprès des autorités compétentes qui valident ces morcellements-là. Mais on est en train de détruire la ville. Ça couper, décaler. Quand on fait une route, l'emprise en question, on réserve le passage de véhicules, on réserve une partie pour le passage de câbles, on réserve une partie pour le passage de la SNEL, Régie des eaux, toutes ces choses, les caniveaux, l'évacuation des eaux. Mais tout le monde aujourd'hui construit. Quelqu'un qui est sur une avenue qui était prévu 10, 12, 15 mètres, il va avancer 2 mètres sur l'avenue sans pour autant s'inquiéter. Le chef de quartier, le chef de localité, les bourgmestres et tous ces gens, personne ne les inquiète. Il y a un sérieux problème. Avant d'arriver justement au bourgmestre dans une société moderne, avec tous ces ministères sectoriels, le lotissement est précédé par tous ces préalables, ces prolégomènes. Donc, il y a des lignes pour les câbles téléphoniques, les câbles électriques, quoi encore, les tuyaux, la tuyauterie de l'eau potable, toutes ces choses. En principe, quand on doit faire un lotissement, les routes. Le lotissement est fonction de l'organisation de l'espace donné. En fonction de cet espace-là, on sait déjà que notre ville, les eaux passent par là, les évacuations, quand il faut construire une usine, ça sera de ces côtés pour que l'évacuation des déchets, tout ça, se fasse de telle ou telle manière. Le logement, ça sera de ces côtés, l'administration là, le marché là, on a déjà fait une zonification d'une manière globale. Et en fonction maintenant, qui entre dans la zone de logement. Dans les logements, il y a des équipements sportifs, ils doivent être là, les équipements scolaires,
primaire et surtout maternelle et primaire. Vous savez qu'aujourd'hui, selon les normes, un enfant de l'école maternelle ne doit pas aller au cours au-delà de 400 mètres. Son rayon ne doit pas dépasser 400 mètres. Donc, quand on fait un lotissement, on est censé réserver les espaces pour tous ces équipements-là qui sont censés héberger. Vous allez vous retrouver dans un lotissement où il y a 1000, 2000 familles, c'est-à-dire plus de 15 ou 20 000 personnes. Dans ces lotissements-là, il n'y a même pas un centre de santé, il n'y a même pas une école maternelle, il n'y a même pas les équipements d'accueil, il n'y a pas d'administration, il n'y a absolument rien. Et tout le monde est censé descendre au centre-ville pour régler ces problèmes. Et il y a également des quartiers qui ne sont pas favorables à des constructions gigantesques comme des maisons à étages. Mais il y a un désordre déconcertant quand même dans cette ville. Aujourd'hui, on a un sérieux problème au centre-ville de la Gombe, à Gombe. Bon, je préfère centre, c'est d'une manière un peu négative qu'on appelle ville. En réalité, on est dans la ville de Kinshasa, tout le monde devrait être en ville. Mais quelqu'un qui est à Kinshasa, il va dire je vais en ville et pourtant il est dans la ville. Parce qu'il y a justement cette réalité-là. Le niveau de hauteur, la hauteur, ça doit être réglementé c'est réglementé. L'octroi des autorisations de bâtir doit fixer toutes ces choses-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, au niveau de l'ordre, on veut mettre de l'ordre justement dans ces secteurs. Mais l'ordre est là, mais vous voyez à la Gombe, quelqu'un dans une maison basse, résidentielle, dans un quartier résidentiel, son voisin qui vient d'acquérir, il construit combien? 15 niveaux, 20 niveaux, et il est en train de le regarder en principe, dans sa calvitie. Voilà. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi, il ne peut plus jouer, il ne peut plus nager à la piscine, il ne peut plus faire un mouvement en cinglé. Dans notre communiqué aujourd'hui, nous avons exprimé la nécessité de résoudre justement de ces états généraux pour définir toute cette question et régler tous ces problèmes une fois pour toutes. Il y a la question cette question-là des zonifications, section des auteurs, question des emprises, toutes ces réalités-là, au cours d'un état généraux qui sera organisé avec tout le ministère concerné, tous les experts concernés, pour que nous puissions mettre en place ce qu'on appelle le code d'urbanisme, le code d'architecture, ces codes-là, qui sera comme une bible pour réglementer avec le pouvoir d'État, l'État, qui va aider à ce que la discipline s'installe et que nous puissions avancer. Sinon, nous aurons toujours des problèmes. La ville de Kinshasa, quand elle était encore une ville de 500 000 personnes, vous voyez comment ça se passait. Les collecteurs, oui, tous les collecteurs secondaires, centrales, pour acheminer les eaux des pluies et autres ordures ailleurs, tout était bien calculé par les Belges. Mais les immeubles poussent. On ne tient plus compte de ça. D'ailleurs, on bouche même les collecteurs de l'époque coloniale ou de l'époque belge. Moi, j'ai été témoin. Où est-ce que nous allons? Moi, j'ai été témoin. Il faut revoir l'ensemble des réseaux. Il faut révisiter, faire revenir les choses sur les normes. Moi, j'ai été témoin. J'ai vu quand on faisait les boulevards du 30 juin dans le cadre de la rénovation. J'ai vu comment on était en train de boucher les bouches d'absorption que le Belge avait laissé. Donc, ce qui fait que les bouches d'absorption ont été bouchées, l'eau ne peut pas être absorbée, évacuée normalement sur les collecteurs principaux et évacuée là. Il était et du coup, quand il pleut, c'est le fleuve sur le boulevard du 30 juin. Donc, ce sont des problèmes parce qu'on n'a pas tenu compte justement, ne fût-ce que de la réhabilitation de ces réseaux primaires importants, de ces différents collecteurs, pour que, ne fût-ce que les intégrer dans la rénovation des différents axes de la ville. Ça, c'est un problème. Pourquoi la politique de l'autruche, quand on sait que les normes sont là, et les instruire et ceux qui dirigent ne veulent pas les appliquer. Au-delà, voilà pourquoi le chef de l'État parle de la mise en place d'un état de droit. C'est-à-dire la réglementation doit être appliquée et les personnes qui violent doivent être sanctionnées à tous les niveaux. Aujourd'hui, le chef de localité, le chef de quartier, le bourgmestre, ils doivent jouer leurs responsabilités. Moi, j'habite ma campagne. Je me réveille un jour le matin, place commerciale, un monsieur qui se permet mettre des conteneurs de remorques, une dizaine de remorques, et qui reste là pendant 2 mois et 2 mois. La personne ne se sont pas inquiétée, qui devient la source de la cause des accidents. Vous comprenez? Il y en a même qui bloquent les avenues avec du sable, tout ça, ce sont des la problèmes. caillasse, parce qu'ils construisent. Donc, ici, il faut que le bourgmestre, le chef de quartier, de localité, chacun doit matérialiser son sens de leadership pour participer justement à ces changements dont le pays a besoin. Dernière préoccupation, Fillon Dondoboni. Qui peut être pointé comme responsable de
cette tragédie? Bon, aujourd'hui, on parle de la foudre, mais la foudre... Aujourd'hui, c'est que nous aujourd'hui, vivons... ne peut pas répondre. Aujourd'hui, c'est que nous vivons est la conséquence d'une succession de manque de responsabilité des uns et des autres depuis plusieurs années. Il y a des endroits aujourd'hui qui sont lotis, qui sont installés. Vous allez voir, toutes ces personnes ont de documents, certificats d'enregistrement, toutes ces choses-là en bonne et due forme. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont pris cela d'une manière anarchique. L'État les a autorisés. L'État est responsable, il doit assumer ses responsabilités et face à ces responsabilités, voir maintenant, considérant la réalité aujourd'hui, comment est-ce qu'il peut bâtir cet avenir. Voilà pourquoi il faut un courage. Un grand courage, s'il faut délocaliser, s'il faut démolir, s'il faut ouvrir et envoyer d'autres sites. Mais il faut dédommager aussi. Justement, il faut dédommager aussi. L'État qui a loti, qui a donné le certificat, a l'obligation de dédommager ces gens. Parce que la personne on lui a autorisé d'y habiter. Donc, ce qui fait que quelque part, il y a un problème. Il faut que la responsabilité des uns et des autres soit matérialisée. Et au cours de ces états généraux, qui vont être mis en place, qui vont être convoqués, incessamment certainement, il faudra qu'on établisse toutes ces règles de manière à ce que ce code soit adopté et que tout le monde travaille selon les normes. D'accord. Merci, Fiondundu Boni. Hier, c'était un camion plein de sable dont le chauffard a donc fauché aussi quelques Congolais, Congolaises. Mais est-ce qu'il faut attendre que les anges descendent pour délocaliser les vendeurs le long du boulevard à Tiangou? Regardez comment ça se passe. Bitabé, quoi encore, Pascal, partout. Qui doit venir prendre des mesures? Vous parlez du courage. Est-ce qu'ils vont avoir le courage parce qu'ils ont affaire à une base, à leur base? Non, en fait, ici, voilà pourquoi le chef de l'État est incompris à ce niveau, parce qu'il lève le temps, il prend le courage du changement, en fait. Il donne les orientations pour que la nation change. Nous tournons vers une autre direction, et pour arriver à cette, tout le monde devra comprendre sa logique du changement. Mais il y a plusieurs qui ne suivent pas sa logique du changement, et la conséquence, c'est qu'il reste désaxé, il pose des actes qui ne l'aident pas à aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, lui, il a ce courage-là, du changement qu'il est en train d'implémenter. La preuve, c'est que dès le début de l'année, il a lu, il a fait la lecture de ces dangers, il a instruit, mais qui a suivi? Vous comprenez? C'est ça justement le problème. Donc merci. Nous voulons aujourd'hui, tous, chacun à ce qui concerne ses responsabilités, s'engager pour que nous soyons tous alignés vers cette voie de changement et que la population ne subisse plus ce genre d'accidents qui nous arrachent plus de 30 personnes un matin comme ça. Non. Merci. Fio Ndondo Boni, je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Avant l'établissement de responsabilité dans cette tragédie, regardons, voyons si les mois à venir, les gens seront toujours là sous les lignes haute tension. Et Matadi Kibala, le marché toujours opérationnel. Voyons voir à quoi ça va ressembler, même vers Tiangou. Sinon, Dieu n'y est pour rien. Nous prenons le député national, Aoussé Jackson, pour parler de ces massacres dans l'Ituri. Quelles d'autres pistes?